Eh bien, salut tout le monde, c'est Nuit, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Baiser, démonter. Ou le sexe sous drogue, ou le chemsex, c'est aussi appelé comme ça. Et c'est quelque chose que vous avez aussi probablement déjà fait. On peut penser déjà aux drogues de base, que certains ne considèrent pas vraiment drogue, comme l'alcool, le tabac et le café. Et il y a aussi le cannabis. J'imagine que la majorité des gens qui regardent ces vidéos ont déjà eu un rapport sexuel sous l'influence d'une de ces quatre substances, et probablement les quatre en même temps. Il faut savoir que c'est pas une nouveauté, même si on en parle depuis pas très longtemps. Avoir des rapports sexuels sous l'influence d'une substance, c'est quelque chose qui existait depuis très longtemps. Les pharaons faisaient ça, il y avait ça à l'Antiquité, et on peut imaginer que le premier singe, ou même un primate encore moins évolué, qui est tombé sur des champignons hallucinogènes, quand il les a pris, il s'est dit, c'est ouf. Il y a des couleurs qui vont partout pendant l'acte. C'est une dinguerie. Je vais monter sur la branche, je vais descendre, je vais tomber dessus, cash, direct. Il y a d'autres substances qui sont connues pour le chemsex. On va dire celles qui sont connues, c'est la cocaïne, la 3-MMC, et les catinones en général. Après, il y a le GHB aussi, et bon, je dirais les opiacés un peu moins, les benzodiazépines, un petit peu tout ce qui est connu. Mais quelque chose qui est un peu plus curieux et dont on parle moins, c'est sous l'effet de substances, par exemple les psychédéliques comme le LSD, les champignons, la mescaline, qui est le cactus San Pedro peyote d'Amérique latine, et aussi par exemple les dissociatifs comme la kétamine. Il y a pas mal de trucs. Du coup, dans cette vidéo, on va aborder un petit peu ça, le sexe sous substance, en parlant un petit peu des différentes substances. Après, on va aussi parler de masturbation au final, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont faire ça devant du porno. Hey, I'm Riley Reid, and this is the story of when I took 3 tabs of double-dipped acid. Devant du porno. On va aussi parler de prostitution et aussi par exemple des élites qui utilisent ça. Du coup voilà, après même si le chemsex souvent il est relié au milieu gay, je vais pas forcément me focaliser sur ça parce qu'il y a pas mal de trucs dessus, mais une histoire intéressante. Il y avait un organisateur de free party, il s'est dit putain c'est chaud, les homosexuels restent entre eux à prendre de la 3-MMC et voilà, et pratiquer toutes sortes de folies sexuelles. On devrait les inviter avec nous à une free party. Le problème des free parties, c'est que c'est pas facile à trouver. C'est le chemin, c'est une galère et tout. Et voilà. Et voilà, pour faire l'histoire courte, ils ont pas réussi à les ramener. Et on peut dire qu'ils ont perdu les pédales. On reprend. C'est parti. Alors, déjà, quand on parle de drogue du viol, parce qu'en vrai, on est dans le même thème, on pense souvent au GHB, alors qu'au final, statistiquement, une étude qui a été faite aux États-Unis sur un petit nombre de populations, je pense que c'était sur des étudiants, le GHB, ça représente que 4% des viols, alors qu'en général, il y a plus de 50% des personnes qui subissent des viols qui sont sous l'effet de l'alcool, qu'ils ont eux-mêmes, on va dire, choisi de consommer, et les violeurs, à 75% des cas, ils sont sous l'effet de l'alcool. Voilà. Du coup, si un coupable pour le viol, il est visible. Et les gens qui, au final, qui sont, on va dire, drogués à leur insu, ça représente 10% des viols où la personne est dans un état second induit par des substances. Du coup, c'est pas tant que ça, mais ça reste quand même assez conséquent pour faire attention à son verre ou quoi, et voilà, tout ce genre de petits détails au final. Par rapport à la pornographie, le truc c'est que il y a pas mal, un truc qui est en train de se développer pas mal sur Internet, que j'ai commencé à voir sur le Reddit Sex and Drugs, qui est un Reddit qui parle de la consommation de substances
pour un acte sexuel, même si en général ça part souvent sur de la masturbation, eh bien il y a pas mal de gens qui pratiquent le drug fap, le steam fap, et ils rajoutent des trucs comme de la réalité virtuelle, etc. Et franchement, c'est des trucs assez dingues. C'est-à-dire, je vais vous laisser un post Reddit de quelqu'un qui en parle. Mais le gars, il parle de réalité virtuelle, il parle de la qualité, il faut 1080p, 60 fps, il parle des objets, c'est-à-dire les gens, ils partent avec un délire où ils ont les fausses chattes en plastique et des plugs vibrants dans le cul pour tout stimuler. T'imagines ça avec la VR et les visuels qui partent dans ça? Le truc, c'est que quand t'arrives à ce niveau-là, il n'y a plus aucun espoir qu'après tu quittes le porn et t'essayes de trouver quelque chose de, on va dire, plus normal. Genre, t'as trop perfectionné le truc. T'es limite champion du monde du drug fap. Y a pas vraiment d'espoir pour toi à ce niveau-là. Et d'ailleurs, la pornographie, on n'en parle pas assez comme une addiction, mais c'est une addiction qui touche, on va dire, la majeure partie de la population. Si on voit addiction comme vraiment l'excès, etc., c'est-à-dire quelqu'un qui ferait ça plusieurs heures par jour, c'est vrai que c'est pas la majeure partie de la population. Mais au final, une addiction, quelqu'un qui va fumer, oui, je fume des clopes qu'en soirée, une fois par semaine ou quoi, il est accro. C'est-à-dire s'il a pas assez clopes au bout d'un moment, il va pas se sentir au top. Et ça, c'est pour toutes les consommations de drogue qui sont, on va dire, même à une fréquence qui n'est pas journalière, on est dans l'addiction. On est dans l'addiction et du coup, c'est une addiction qui est extrêmement facile parce qu'elle est disponible au moindre clic, sur le moindre téléphone. Et je dirais que c'est un gros problème sociétal. Si vous voulez, je peux vous faire une vidéo dessus s'il y a des curieux qui sont intéressés par ça. Par rapport à la masturbation, le truc, c'est moi un truc que j'avais découvert quand j'avais 17 ans. Il y a un pote à moi qui m'avait envoyé un site qui s'appelle commencebranler.com où il y avait 40 000 techniques pour se branler. Et j'avais vu, il parlait de fumer une cigarette pendant qu'on se branlait. À l'époque, je fumais pas. Du coup, bon, l'information, elle est rentrée dans ma tête et j'ai pas fait attention. Voilà. Je vais pas te dire que j'ai pas du tout fait attention au site. J'ai testé un truc. La peau de banane. C'est chelou. C'est vraiment chelou. C'est vraiment étrange. Je l'ai fait 2 fois, j'ai arrêté. Je me suis dit, ça a l'air trop bien. J'ai pas envie de plus chercher de femme parce que j'ai la banane. Mais c'est vrai, histoire vraie. Et ce truc du steam fap, c'est quelque chose qui, moi, personnellement, je l'expérimentais sans savoir que ça existait. C'est-à-dire, de base, plus tard, ce truc de la cigarette, au final, je l'avais fait, mais genre, pour moi, c'était même pas lié à la pornographie. Je pense, dans ma tête, je voyais pas l'intérêt de lier ça à la pornographie, mais je me rappelle, j'étais dans une relation à distance, et du coup, on se chauffait au téléphone. Et du coup, au bout d'un moment, j'ai commencé à fumer. Je me disais, je vais fumer en même temps que l'orgasme, parce que je suis un petit peu, j'ai un cerveau un peu calculateur d'autiste. Et je me disais quoi? Je me disais la dopamine de l'orgasme, avec la dopamine de la clope, ça va spike. Le problème, c'est que la clope, ça coupe un peu l'érection. Et du coup, le problème, c'est que je me retrouvais à enchaîner 6-7 clopes avant de jouir. Et le pire, c'est qu'après, ton cerveau, il enregistre ça comme quelque chose qui est lié au plaisir. Et après, au final, je me rappelle, même genre, j'étais avec une partenaire, et à un moment un peu de nulle part, elle a commencé à me faire une fellation, mais elle était en train de fumer, elle. Voilà. Et moi, à ce moment-là aussi, je fumais. Elle fumait une clope roulée, moi je fumais un joint, voilà. D'ailleurs, actuellement, je fume, c'est ni du cannabis ni du tabac, c'est des plantes. Hein. Pour les curieux, j'ai des vidéos dessus, mais c'est genre du passiflore, de la verveine, de la marjolaine, il y a plein de plantes à fumer à part tabac et cannabis. Ces deux-là, c'est parmi les plus risqués à fumer. Voilà, tu fumes de la lavande, ça va pas forcément te faire du mal. Mais voilà, passons les détails. Du coup, quand elle a commencé, moi, je me suis dit, il me reste 2-3 tafs. Autant essayer. Je me rappelle, il y avait un gars que je connaissais qui m'a dit, ouais, fumer un pet pendant que tu baises, c'est trop bien. Après, est-ce que c'était vraiment une bonne idée d'écouter le conseil d'un gars qui avait pas arrêté de fumer de pet pendant 10 ans et quand il est parti à Amsterdam, ils lui ont tout fait essayer, il disait, je sens rien, il lui a dit, frère, on peut rien faire pour toi, faut que t'arrêtes. Mais bon. Et du coup, à ce moment-là, je le pose, vu qu'il était fini. Mais elle, vu qu'elle voulait se concentrer sur la tâche, elle m'a passé sa clope. Du coup, j'ai commencé à fumer. Et le problème, c'est que tu peux pas vraiment te focaliser sur les sensations en même temps que tu fumes.
Et du coup, bah, je pense que c'est dommage parce que c'était une excellente pipe et j'étais pas sur la pipe. Sans bon jeu de mots. Sans bon jeu de mots. Du coup, voilà. J'assume que c'est un mauvais jeu de mots. Et après, bah, ce que je veux dire, c'est moi, je pense comme beaucoup de jeunes, j'étais plutôt jeune, se masturber, on va dire le soir avant de dormir, c'était quelque chose qui était assez fréquent. Et du coup, vu que je découvrais les substances, bah, je découvrais aussi la masturbation sous substance. Et par exemple, les opiacés, c'est un truc qui va freiner le toucher, il y a moins de toucher, et du coup, bah, je pouvais passer beaucoup de temps à faire ça sans que j'ai beaucoup de sensations, et voilà, je me suis dit, c'est nul pour ça. Après, quand j'ai cherché, j'ai vu qu'il y a des gens qui faisaient ça. Il y a des gens qui allaient, par exemple, prendre du tramadol ou de la codéine en faible dose, justement pour avoir moins de sensations et pour durer plus longtemps. Après, j'ai aussi vu un gars qui disait que les opiacés, ça lui permettait de plus facilement partir dans un délire sadomaso, d'être soumis. Voilà. Chacun ses délires, on juge pas. La cocaïne et les stimulants en général, par exemple la meth que j'ai testé, c'est un truc qui, de base, tu vas pas forcément te dire c'est branletland, mais c'est putain de branletland le truc. Ça veut dire, au bout d'un certain moment de consommation, je passais la majorité de mes effets à me branler, mais ce que je veux dire, c'est qu'au final, t'es dans une surconsommation. Parce que t'as l'alcool à côté, t'as fumé tabac, cannabis à côté, et ce que je veux dire, c'est que t'es dans une boucle, en fait. Et tu t'en rends même pas compte. C'est-à-dire, je me rappelle, il y avait deux potes qui étaient, il y avait deux potes qui étaient venus chez moi, qui prenaient pas de coke, qui fumaient. Eux, ils avaient fumé, ils étaient KO, ils étaient partis s'endormir. Et moi, je faisais des allers-retours aux toilettes pour aller prendre un rail, rouler une clope, ouvrir une bière, et puis je repartais en fumant en même temps pendant un truc et tout. Bref, c'était une pure galère. D'ailleurs, je me rappelle le grand OEG, un proche à moi qui avait testé la meth après que je l'ai testé, et il m'a dit, frère, je me suis retrouvé dans un marathon de branlette qui a duré plus de 24 heures. C'est pour ça qu'on l'appelle le grand OEG et pas le petit OG. Voilà. Et ce qui est fou avec ce genre de truc, c'est que ça va jouer sur deux facteurs. Ça veut dire que bah, déjà la pornographie fait que la masturbation peut être assez compulsif. Du coup, des fois, on se masturbe parce que pas forcément on est excité, mais plus pour réagir au stress, à l'anxiété et un stimulant. Ça t'augmente le stress, ça t'augmente l'anxiété. Et en même temps, bah ça va augmenter la libido. Alors qu'en général, en plus, ça coupe l'érection. T'es là, te branler avec une demi-molle, tu galères en fait, tu vois. Et voilà, et je me rappelle une fois où j'étais sous meth et j'avais un examen le lendemain. Je me rappelle qu'au final, je me suis dit, je vais réviser, autant profiter d'être sous meth pour réviser. J'ai pas pu, j'étais en pur steam fap. Voilà. Après, la meth, c'est assez spécial. Après, au final, j'avais révisé sur la route, mais c'est des substances what the fuck. Je me rappelle qu'entre les examens, vu que j'étais stressé, je me rongeais les ongles de pied. Non, non, je suis sérieux. Ça veut dire, les gens, ils étaient là en train d'attendre, de bavarder, de lire leur classeur. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Et moi qui me ronge les ongles de pied parce que ça fait stresser la meth, tout simplement. Voilà. Par rapport à la masturbation qui est au final assez liée à la pornographie pour la grande majorité des gens, sous psychédélique, les premières fois où j'avais testé, c'était assez surprenant. Ça veut dire ce que j'avais regardé, c'était des PMV pour ceux qui voient c'est quoi, c'est porn musique vidéo, c'est genre des petites séquences de porno avec de la musique derrière et souvent c'est des trucs qui boum boum, techno, tout ça. Et je me rappelle que moi, bah, je me concentrais sur la musique, j'étais trippé, mais visuellement c'était what the fuck. Genre j'avais l'impression que les images, les actrices, etc. étaient plus réelles et me regardaient et m'envoyaient comme des émotions ou des trucs. Mais ce que je veux dire, c'est qu'au final, je pense que c'est quelque chose de particulièrement malsain. Parce que de base, le porno, bah, c'est quelque chose, il y a plein d'effets négatifs. Par exemple, dans les symptômes de manque du porno, c'est-à-dire quelqu'un qui arrête le porno, il y a des insomnies, il y a montée de stress, il y a troubles de l'érection, il y a même attaque de panique. Ça, je le savais pas, mais en faisant mes recherches, quelqu'un qui arrête le porno après une consommation lourde, tu peux même avoir des attaques de panique. C'est archi chaud. Voilà. Et le problème avec les psychédéliques comme le LSD, c'est que tu es hyper sensible et tu as beaucoup plus de suggestivité. Dans le sens où une action que tu vas faire sous l'effet d'un psychédélique, elle va rester plus marquée en toi comme une action que tu risques de répéter, comme une habitude.
Et ça, faut faire attention du coup aux actions qu'on fait sous ça. Et par exemple, une fois, je me rappelle d'un truc glauque où je me rappelle en montée trip, je me suis dit, vas-y, ça va monter, j'ai pas envie de me branler pendant parce que je sais que c'est un mauvais délire. Je me suis dit, je vais le faire avant. Et ça a plutôt traîné. Et j'étais sur quoi? J'étais sur Jackie et Michel, frère. Y a pas plus glauque. Et je te jure, ça avait l'air trop glauque. Genre, les meufs, elles avaient l'air de putain de crackheads ambulants. Genre, franchement archi chaud. Archi chaud. Et les gars sur Reddit de qui je parle, bah, c'est vraiment des gars, quand ils font le SteamFAP, ils sont à fond concentrés dans l'optimisation de ça, dans des états de transe, et ils matent, par exemple, des trucs d'hypno, et les trucs d'hypno, c'est hyper chaud. Par exemple, pour ceux qui connaissent Dora Muto, elle a sorti un livre Transmania. Elle parle de ça aussi, il y a certaines personnes qui deviennent trans parce qu'au final, ils vont regarder des trucs d'hypnose qui les poussent à la féminisation, à changer de sexe, voilà, sans transphobie. Au final, chacun fait ce qu'il veut. Mais le fait qu'une personne soit influencée par le porno, c'est chaud. Je me rappelle une fois sur Discord, il y avait une personne trans qui avait demandé oui, est-ce que les hormones ça se mélange avec telle et telle drogue, et du coup voilà, je lui avais posé des questions, je lui avais dit est-ce que tu es sûr que ça te dérange pas que je te pose des questions parce que je suis curieux de savoir c'est quoi, et quand j'avais demandé à la personne est-ce qu'elle comptait faire une transition d'organes génital, je sais pas comment ça s'appelle, pardonnez-moi les yels, voilà. La personne m'a dit ouais, je suis pas sûr de faire ça, je veux être convaincu que mon envie de changer de sexe n'est pas liée à la pornographie que je consomme. Et ça, je me suis dit que c'est assez problématique pour avoir un petit peu creusé dans ça, essayer comprendre ça. Parce que vous savez, moi je suis un explorateur, ça veut dire j'ai testé des molécules, bah je suis allé me renseigner et tout. J'ai testé le porno, je suis allé me renseigner et tout simplement. Voilà. Et je pense que là, au final, on peut faire la transition parfaite sur la prostitution. Voilà. Et faut savoir que, par exemple, bah, dans la prostitution, comme au final dans le monde du porno des acteurs et tout, bah, la coke et d'autres substances, c'est quelque chose qui se trouve, on va dire, très facilement. Par exemple, il y a des escortes qui sont... J'avais lu un ou deux témoignages d'une escorte qui, par exemple, des fois, est tombée sur des clients qui consommaient de la cocaïne en même temps que la passe, la soirée, quand tu veux que j'appelle ça, et qui leur proposait. Et du coup, c'est comme ça qu'elles se sont retrouvées au final accro. Voilà. J'avais aussi lu un gars sur Reddit, c'était assez drôle. Il était avec des prostituées, il leur a fait tester du APHP, c'est une catinone assez forte. C'est un truc que j'ai l'impression c'est limite pire que le crack. Et la meuf, elle avait trop kiffé et tout, et elle était plus, s'en foutait du rapport sexuel. Elle voulait juste retirer sur la cigarette électronique, la vape, où il y a la PHP. Voilà. Faut savoir que dans les vapes, il peut y avoir autre chose que de la nicotine et du cannabis. Vous trouvez une vape, allez pas tirer dessus sans savoir et faites pas confiance à n'importe qui parce qu'on peut mettre n'importe quoi dans une vape. Après, il y a aussi des prostituées qui, par exemple, sont dans des réseaux de prostitution et des fois, elles sont droguées de force. Ce qui fait qu'au final, bah, on les drogue de force pour qu'elles soient accros, pour qu'elles soient plus fragiles, pour qu'elles soient plus obéissantes. Et voilà, on peut limite faire le parallèle avec les hôpitaux psychiatriques où, bah, dans ce genre d'endroit, tout le monde est drogué aux benzo, aux antidépresseurs, aux antipsychotiques, etc. Et c'est aussi pour ça, d'une certaine manière, qu'il n'y a pas de révolte. Parce que quand quelqu'un se révolte, on le met pieds et poings liés sur un lit capitonné, on lui pique, je sais pas combien de milligrammes de Valium, et la personne se calme, et tous les autres, ils sont pétés. Je pense qu'il y aurait beaucoup plus d'émeutes si les gens, ils étaient sobres, voilà. D'ailleurs, à l'époque où il n'y avait pas encore, par exemple, les calmants comme les benzodiazépines et tout au dernier siècle, bah, il y avait beaucoup plus de patients violents dans les hôpitaux psychiatriques, voilà. Après, est-ce que ça vous rendrait pas violent qu'on vous enferme dans un endroit contre votre gré, sans que vous ayez forcément fait quelque chose? En parlant de ces substances qui sont pas forcément liées au chemsex, les antidépresseurs et les antipsychotiques, ça peut causer des problèmes d'érection qui peuvent durer même des années après avoir arrêté le truc. Du coup, faites très attention avec ces merdes. Voilà. Appelons les choses parce qu'elles sont, tout simplement. Et des fois, bah, il y a des personnes accros qui, pour avoir leur dose, sont prêts à donner un échange de faveurs sexuelles contre leur drogue, voilà, tout simplement.
Ou par exemple, des fois c'est indirect, une personne qui va se prostituer pour aller après acheter sa drogue. Voilà, parce que des fois le dealer n'est pas forcément célibataire. Et oui, certains dealers ont des principes. Désolé, je suis marié, tu ne peux pas me sucer pour ton gramme de crack. Voilà. Et par rapport aux élites, bah, y a pas mal de trucs qui se font cramer. Par exemple, Kadhafi, par exemple, on parlait de lui comme avec des prostituées et de la cocaïne. Et par exemple, P. Diddy, on va dire dans le showbiz et tout. Ou par exemple, l'île d'Epstein, où au final c'était une île où il y a plein de gens qui partaient baiser des gamines. À partir du moment où tu vas baiser des gamines, t'as pas forcément de trucs qui te disent, oui, mais la drogue, c'est illégal quand même. Nous devons vérifier la juridiction ainsi que le code pénal pour la langue pénis. C'est chaud. Et voilà, j'imagine que bon, doit y avoir des gens un peu partout qui au final ont ça. Après, moi, je me dis, en général, c'est du chemsex qui se fait avec des substances où l'addiction, elle est très sale, comme la cocaïne. Ou de perlimpinpin, je sais plus. La 3-MMC, et voilà. Et je me dis, le karma tourne. Fuck! Go! Good morning, boys. Here's some lead for your coffee. T'as beau diriger ce que tu veux, si au final t'as une vie d'accro à la coke, bah tu galères et voilà. Maintenant on va passer au sexe, vu que c'est la base de ce sujet. Désolé d'avoir fait le quart d'heure branlette. Voilà, c'est à peu près la durée ça, une branlette ou... Bref. Alexander Shulgin. Alexander Shulgin, qu'on appelle aussi le parrain de la MDMA, même si c'est pas lui qui l'a inventé, il l'a redécouvert, on va dire. Ce gars-là, il a inventé énormément de substances, des psychédéliques, aussi dans des emphatomènes, si je me trompe pas. Il a écrit 2 livres, Pical et Chical. Phénéthylamine, I have known and loved, et tryptamine, I have known and loved. Du coup, tryptamine, c'est la famille des champignons, phénéthylamine, c'est la famille des cactus. Voilà, de CB, etc. Et d'ailleurs, avec sa femme, Anne Shulgin, avec qui il faisait du chemsex à fond, à plus de 70 balais. Voilà, on parle les balais, je dis années. Parce que autant 1, ça rentre, 2, ça passe, 70... Compliqué, hein. Compliqué. Et Anne Shulgin, elle adorait le 2CB Fly. D'ailleurs, pour les curieux, je vous laisse une vidéo sur le 2CB Fly juste ici. Cette molécule, elle l'a trouvée particulièrement érotique, encore plus que le 2CB, le 2CB, c'était une molécule tellement érotique que, bah, il y a quelques décennies, il était vendu en pharmacie sous le nom de Erox, comme quelque chose qui aiderait l'érotisme, qui aiderait les problèmes d'érection, qui aiderait la frigidité, je sais pas si le terme est toujours utilisé, mais voilà, chez les femmes. Et voilà. Et par exemple, une molécule qui est très intéressante, c'est Moxie, et aussi Foxy, bon, qui actuellement, elle est un peu moins répertoriée. Ce que je veux dire, c'est que Moxie, 5-méomipt et Foxy, 5-méodipt, c'est des molécules qui ont été découvertes plus ou moins en 1980 par notre chef. Et justement, dans les années 2000, il y avait énormément on va dire de partous, de soirées échangistes, de trucs comme ça, qui étaient, on va dire, fortement basés sur cette molécule. Et cette molécule, Alexander Shulgin, lui-même, il n'a pas testé tant que ça. Il dit qu'à petite dose, ça avait un boost sur l'orgasme. Et voilà, et que la molécule en elle-même n'était pas très psychédélique. C'est vrai que c'est un truc très physique, c'est pas mental. Et voilà, mais ça a été très très utilisé. En tout cas, dans un milieu en particulier, et dans un article de Playboy Magazine qui date de 2003, je vous laisserai bien sûr dans la description avec toutes les sources de tout le blabla, c'est une molécule qui a été utilisée par beaucoup de gens, et par exemple, il y a un des usagers qui le décrit comme une molécule avec laquelle tu peux avoir des heures de préliminaires
pour après avoir 1 heure ou 2 de sexe qui décrivait comme génial et intense. Moi, personnellement, Moxie, j'ai trouvé qu'elle avait quelque chose de très sensuel, mais pas forcément comme on s'attend. Chemsex, tu vas le prendre, tu vas bander comme un taureau, tu vas baiser non-stop. Je trouve que c'est vraiment quelque chose dans l'érotisme, dans l'intimité. C'est quelque chose qui va booster les sens, qui va augmenter particulièrement le sens du toucher, et puis ça booste tous les autres sens, la vue, l'odorat, le goût. Au final, il y a du goût dans le sexe. Et voilà, sauf pour toi. Non, sauf pour toi, t'as pas de goût. Mais t'as pas de goût, frère. Tu regardes, tu vas sur les sites porno, t'écris granny. C'est chaud. T'écris quoi? Mexican Sugar Dancing? Ok, non, ça c'est chaud. Bref. Et, on l'appelle la MDMA des champignons. Parce que c'est une tryptamine, elle est dans la famille des champis, et il y a des points communs avec les champignons, mais les effets ressemblent pas mal à la MDMA, sans qu'on ait vraiment la montée d'euphorie et tout, c'est plus vraiment dans le tactile. Vraiment le tactile de la chose. Et on va dire que c'est une molécule, même actuellement, elle est considérée comme, avec le 2CB, les molécules au top du sexe psychédélique. Voilà. Du coup, quand je dis ça, c'est juste un partage d'informations et d'expériences personnelles. Ce n'est en aucun cas une incitation à la consommation ou non de substances. Voilà, je vous invite à faire vos recherches et vos propres choix, tout simplement. Daniel Pinchbeck, si je prononce bien, dans son livre qui s'appelle « Journée psychédélique dans le chamanisme contemporain », il disait qu'en termes de développement du potentiel érotique de la culture, les psychédéliques seraient l'équivalent de la découverte de l'électricité. Et ça, c'est quelque chose avec lequel je peux être d'accord, dans le sens que, bien utilisé dans le bon set and setting, avec des partenaires avec qui on est proche, même particulièrement proche, c'est possible d'avoir des connexions très, très profondes. De partir un petit peu dans la transcendance du conditionnement qu'on nous a appris. On nous a appris à le sexe c'est ça, le sexe c'est ça. Ça veut dire l'éducation sexuelle que t'as, on va dire, au collège, c'est de la merde. T'es là, tu mets une capote sur une banane et voilà, et tu vois des courbes, des trucs. Ça sert pas concrètement. Et au final, la plupart des jeunes, moi y compris, on a appris le sexe bien avant de le pratiquer sur le site des rongeurs, entre autres, parce qu'il y a une multitude, voilà, tout simplement. L'idée, c'est que il n'y a pas que ces deux molécules-là. Tous les psychédéliques peuvent avoir un effet basé sur l'érotisme. Par exemple, il y a le LSD, il y a les champignons, il y a la mescaline, et il y en a tellement et tellement et tellement. Et parmi les expériences que j'ai vécues personnellement, je me rappelle une fois avec une partenaire, c'était sous une dose d'LSD qui était même pas si élevée que ça. Je pense qu'on était aux alentours de peut-être 50 microgrammes. Juste voilà, on était dans l'obscurité et tout, et tellement c'est parti dans une sorte d'harmonie et de synchronicité que ce que je veux dire, c'est tout pouvait bouger en même temps. Et à un moment, elle m'a vraiment dit, vous êtes combien? Ce que je veux dire, c'est un peu déstabilisant quand on dit ça, mais au final, c'est un peu un compliment. Enfin, bref, je sais pas forcément comment l'expliquer, mais ce que je veux dire, c'est au point où c'est des sensations tellement hors du commun que ça peut surprendre, et parfois, ça peut partir dans des salbades. C'est-à-dire, j'ai lu des trip reports de gens qui ont voulu commencer à avoir des rapports sous psychédéliques, et c'est parti dans des bades où c'était des visuels limite qui partaient dans le gore et le scato. Voilà. Du coup, c'est quelque chose, faut vraiment faire attention. Et même avec une petite dose, ça peut déjà faire de l'effet. Je me rappelle avec une partenaire, quelqu'un avec qui, on va dire, j'ai pas vraiment été en couple, mais avec qui on se voyait. Et quand on avait pris juste une microdose de LSD de 25 microgrammes, ça avait suffi pour vraiment créer une sorte on va dire pas créer, mais amplifier une sorte de complicité, on va dire une sorte de lubrifiant, pas vraiment social, tactile.
Et voilà, et c'était, l'LSD, ça reste quelque chose de très mental. Moi, je me rappelle dans l'expérience, je me suis dit, en vrai, en général, on est dans une société, on s'attend que les mecs fassent le premier pas. Vas-y, je vais tester, je vais faire la meuf dans ma tête, je vais me faire désirer. Je vais pas faire le premier pas. Et franchement, c'était une expérience qui, on va dire, m'a beaucoup apporté dans le sens où j'ai pu voir les choses différemment et ne pas tout le temps être dans la recherche et plus dans la réception. Je sais pas comment expliquer. Et au final, c'est même pas allé jusqu'au rapport complet, c'était juste des préliminaires. Et voilà, et je me dis, tant mieux limite que, enfin, moi, j'ai cette mentalité maintenant que si une personne ne va pas vraiment faire partie de ma vie à un bon moment, elle va pas compter, il n'y a pas vraiment d'intérêt à coucher avec cette personne parce qu'on partage quelque chose de, on va dire, particulièrement profond. Et par exemple, le LSD, il a été testé pour les femmes qui souffraient de frigidité. Je ne sais pas si le terme est encore utilisé, mais par exemple, il y a Constance Newland qui a écrit un livre en 1962 et qui a fait une vingtaine de thérapies au LSD pour ça. Et ça l'a vraiment aidé. Et voilà. Et du coup, elle en a parlé dans son livre, elle a partagé. Et je suis aussi convaincu que des thérapies par psychédéliques, ça peut aider pas mal de trucs au niveau des traumas sexuels, etc. C'est-à-dire, j'avais une partenaire qui avait vécu des viols lors de son enfance, vraiment de 3 à 8 ans. Et sous psychédélique, elle a pu en parler, elle a pu libérer ça. Et voilà, et je pense vraiment que c'est des choses, quand tu les dis pas toute ta vie et que c'est dans un coin de ton esprit, juste le fait que ça sort, c'est déjà une étape. C'est déjà une étape. J'en avais déjà parlé, mais la personne, elle avait des gros problèmes de vomissement. J'aurais vomissé quasiment tous ses repas, pas entièrement, sinon elle serait morte, mais voilà. Et après cette expérience, pendant un bon moment, elle vomissait, on va dire, 1 fois par semaine plutôt que 2, 3 fois par jour. Voilà. Après, est-ce que la thérapie, c'est vraiment le meilleur truc quand on est au niveau du sexuel? Je pense qu'il y a moyen que ça aide beaucoup, mais je pense que ça a certaines limites parce que des fois, on va dire certains facteurs de la libération doivent passer par un acte sexuel ou proche dans ma vision. C'est ma vision personnelle. Je suis pas en train de dire baiser les gens pour les aider. C'est pas le plan. Voilà. Mais je pense vraiment que chez des partenaires que j'ai eus qui avaient eu des traumatismes sexuels lors d'un rapport sexuel et souvent même sans aller jusqu'à l'acte en lui-même, juste dans les préliminaires ou des trucs comme ça, c'est possible de faire remonter un traumatisme et on va dire, de voir comment réagir avec. C'est quelque chose qui est assez intuitif. Je sais pas si on peut l'apprendre quelque part ou franchement, je sais pas trop. Honnêtement. En tout cas, faut savoir que avec ces psychédéliques, les psychédéliques en général et même plus largement, je dirais même les empathogènes, les dissociatifs, c'est quelque chose vraiment pas à faire sur un coup de tête avec quelqu'un avec qui vous êtes pas proche. L'idéal, c'est vraiment un partenaire avec qui vous êtes en confiance complète. Parce que on peut se retrouver dans des situations pas forcément agréables. C'est-à-dire une fois un trip où j'étais avec ma partenaire de l'époque et on était sous une dose de mescaline, du coup le cactus. Le trip il s'est bien passé au début, puis à un moment c'était un peu parti en bad. Genre elle avait d'un seul coup elle avait commencé à faire la gueule pour je sais pas quoi. Au final c'est des trucs qui remontaient dans ses traumas par rapport aux hommes, et du coup, elle projetait tout sur moi parce que I have a penis. Voilà. Et du coup, voilà l'expérience. Bah, moi, j'étais un petit peu en retrait, j'essayais de lui laisser l'espace pour processer son truc. Parce qu'elle projetait sur moi, je pouvais pas forcément l'aider en interagissant et tout. Et voilà, après c'est passé, du coup on s'est re-rapproché et tout, mais moi ça m'avait un petit peu refroidi, voilà. Refroidi pas dans le sens où j'en voulais au partenaire, non, chacun vit son trip comme il veut, c'est juste j'étais pas forcément à l'aise pour une sorte de proximité. Et voilà, et ma partenaire à ce moment-là, elle a directement voulu coucher avec moi, elle s'est un peu venue, elle s'est empalée sur moi, et sur le moment, vu que c'était quelque chose auquel j'étais pas prêt et je m'attendais pas
vraiment, je l'ai un peu vécu comme un viol. Je pense que c'est exagéré de le dire comme ça. J'ai jamais vécu de viol. Je peux pas. Voilà, c'est comme les gens qui disent ouais, je me suis fait cambrioler, je l'ai vécu comme un viol. Non, voilà, genre, je n'ai pas été violé. Je dis juste que ma sensation, c'est d'avoir été dans une situation où j'avais pas vraiment donné mon consentement. Et voilà. Et du coup, après, j'en ai parlé avec la personne, et la personne, voilà, m'a dit oui, désolé, j'ai pas interprété ça et tout. Et voilà. Et je pense aussi, au final, que peut-être quand t'es un mec, on considère que tu veux tout le temps ou quoi, et c'est pas toujours le cas. Du coup, je vous dirais que quand vous êtes sous substance, déjà plus le dosage est léger, moins il y a de chances de partir dans des galères. Et surtout, soyez vraiment intuitif, demandez à l'autre personne, est-ce que t'es sûr, nanana. Genre, je pense que c'est quelque chose, je pense que c'est quelque chose d'important qui compte, et ça peut éviter des froissements, des écorchures ou même pire. Pour passer à un autre type de substance, bah, du coup, les empathogènes, la MDMA et sa famille, le 6-APB, le 5-MAPB, qui ont des molécules, qui sont des molécules qui ont été créées un peu plus tard que la MDMA et qui essayaient de trouver une MDMA qui serait moins neurotoxique. C'était un petit peu ça le but de recherche de ces molécules. Et au final, bon, on n'a pas énormément d'informations sur la neurotoxicité et cardiotoxicité. Elle varie un petit peu entre la MDMA, 5-MAPB, 6-APB. C'est des substances qui sont pas forcément bien renseignées, comme tous les RC. La faute à qui? Bah, la faute au gouvernement qui ont stoppé entre les années 70 et 2000 toutes les recherches sur les psychédéliques, et qui fait qu'on est en retard sur nos amis les martiens qui, eux, n'ont pas arrêté. Voilà. Bon, Mars, je pense, c'est trop proche et on connaît. Mais à tout moment, il y a une planète comme la nôtre où les drogues sont pas illégales, et du coup, je veux un ticket. Ou au moins, si je leur envoie une lettre, c'est un timbre avec plein de timbres. Bref. Et le problème de ces molécules, c'est que ça peut causer de la vasoconstriction. Du coup, vasoconstriction, c'est genre les vaisseaux sanguins l'inverse c'est vasodilatation, du coup les vaisseaux sanguins qui se dilatent. Et le problème de la vasoconstriction, c'est que on a du mal à avoir une érection. Et du coup, c'est pour ça qu'il y a des gens qui vont par exemple combiner le Viagra avec des substances comme la coke, la MDMA et tout. Et il faut savoir que ça comporte des dangers, parce que ça peut être des interactions qui sont dangereuses. Après, je pense que j'ai jamais testé personnellement. Je pense que à faible dose, c'est quelque chose qui peut passer dans le sens où Alexander Shulgi lui-même, ça lui arrivait de prendre un tiers à une demi-dose de Viagra en combinaison avec certaines substances. Après, le gars, quand il faisait ça, il avait déjà 80 ans, tu vois. Genre, tu vois ce que je veux dire. Ça monte pas, elle est pas en mode, tu vois, genre, elle est en mode TKT bébé, tu vois, genre, voilà. Et du coup, il y a d'autres choses qui peuvent jouer sur la vasodilatation. Par exemple, les trucs naturels qui jouent sur la vasodilatation, il y a l'ail. Du coup, manger de l'ail, il y a moins de vasoconstriction. Du coup, il y a même des gens qui ont du mal avec la vasoconstriction sous plein de substances, qui sous LSD, ils vont avoir des migraines, ils vont pas sentir leur bout des doigts et tout. Et un truc naturel, ça serait de manger quelques gousses d'ail avant. Et voilà. Après, si vous mangez les gousses d'ail, compliqué d'avoir un rapport. Après, ça dépend. Au final, il y en a pour tous les goûts. Les goûts et les couleurs, c'est quelque chose, ça se discute pas. Voilà. Il y a pas de souci. Voilà. Et il y a la vitamine B3. La vitamine B3, aussi appelée niacine ou acide nicotinique. Voilà, je sais pas s'il y a un lien direct avec la nicotine, mais bon, il s'appelle comme ça. Et la vitamine B3, c'est quelque chose qui peut, on va dire, faire de la vasodilatation et du coup bloquer la vasoconstriction. Il y a même des gens qui utilisent la vitamine B3 comme trip killer. Du coup, voilà, pour l'avoir testé, avoir lu pas mal de trucs dessus, je pense que c'est efficace pour arrêter un trip. Il faut juste savoir que la vitamine B3, ça peut faire un effet de flush, c'est-à-dire on devient tout rouge, etc. Et il peut même y avoir des risques si c'est mal utilisé. Du coup, voilà, tout ce que je dis, c'est pas à prendre au pied de la lettre. Je ne suis pas un scientifique, je ne suis quoi que ce soit. Je suis moi que ce soit.
Et du coup, voilà, moi je vous invite à faire vos recherches sur tout ce que je dis parce que je suis un humain qui se base sur ses expériences, sur ses recherches et je peux faire des erreurs ou ce que je dis peut varier d'une personne à l'autre. Il faut savoir que dans toutes ces substances, il y a énormément de variables entre les personnes. C'est-à-dire que moi, par exemple, quand j'ai testé l'ayahuasca, bon, à faible dose ou la DMT, c'était quelque chose où je me disais vraiment, l'ayahuasca, c'est un truc qui a pas de raison de faire du sexe sous ayahuasca. Vraiment, genre, je me disais, je vais me faire du mal si je fais ça. Quand les gens ils prennent de l'ayahuasca, ils font une diète pour pas consommer certaines substances comme la viande rouge qui peut interagir avec les IMAO comme la cérianrue et créer des réactions dangereuses. J'en ai fait les frais, j'ai mangé une saucisse sous microdose d'ayahuasca, j'étais mal pendant un jour, j'étais très mal et pendant une semaine, j'étais pas trop bien. Du coup, faites gaffe, c'est un truc qui peut vraiment vous envoyer à l'hôpital, ce détail. Et pendant la diète, il conseille aussi de ne pas avoir de rapport sexuel pendant quelques jours à quelques semaines. Voilà. Mais une personne sur Discord m'a dit, sa copine, elle adore le sexe sous DMT. Voilà. Moi, c'est quelque chose, je comprends pas. Je peux pas. C'est-à-dire, j'ai déjà été avec une partenaire à moi sous microdose de DMT. Et franchement, même si on pouvait être, on va dire, dans quelque chose d'intime, c'est-à-dire, je sais pas, câlin et tout, même juste embrasser, ça avait l'air trop sexuel pour l'état dans lequel on était. Alors, bon, ce que je veux dire, c'est que ça varie d'une personne à l'autre et il n'y a aucun jugement. Et par rapport à, par exemple, la MDMA, faut savoir que, avec des doses plutôt légères, c'est possible au final d'avoir une érection. Ça varie aussi d'une personne à l'autre, mais il faut savoir que dans les études sur la MDMA, c'est les doses légères qui sont entre 80 et 100 mg qui ont le maximum d'effets positifs et le moins d'effets négatifs. Voilà. Et il y a des gens qui font des techniques où, par exemple, ils vont prendre de la MDMA avec une autre molécule empathogène non sérotoninergique, comme le 2CB. Et j'avais lu pas mal de commentaires, dont un vieil, j'exagère, un gars qui avait 55 ans, qui disait, ouais, il prenait 35 mg de MDMA avec 7 mg de 2CB, puis il redosait un tiers 2 heures après, et ça lui permettait d'avoir un effet qui est assez dans la MDMA, vu que le 2CB MDMA se potentialise, un peu dans le 2CB qui lui-même est aphrodisiaque, et vu que les effets étaient pas forts ceux de la MDMA, il arrivait à avoir une érection, et il appréciait d'avoir un rapport sous cet effet-là. 2CB MDMA, ça vous fait penser à quoi? Ça vous fait penser à Nexus Flip, qui est le mélange de la MDMA, et puis 2 heures et demie après, il y a le 2CB qui arrive. Et moi, cette combinaison, je la trouve très intéressante, on va dire, pour partir dans quelque chose de sexuel, intime, érotique, voilà. Et j'aime pas forcément la notion de chemsex, parce qu'on a l'impression que la personne, elle tape des rails, elle tape des rails, elle baise, alors qu'en général, il y a beaucoup plus d'une sorte d'intimité, de câlin, de proximité, de caresse, de préliminaire. Je pense que c'est beaucoup plus axé sur ça que sur l'acte sexuel en lui-même. Et autant la MDMA, ça va être compliqué voilà. Autant, quand le 2CB va reprendre les effets de la MDMA commence à partir chimiquement, mais les effets empathogènes sont un peu soutenus par le 2CB. Voilà, il y a un truc, synergie magique, je sais pas c'est quoi, qui fait qu'on a encore l'impression d'avoir un peu les effets de la MDMA quand on prend du 2CB. Après, on a lui-même les effets du 2CB, et du coup, dans un Nexus Flip, à partir du moment où on est dans la deuxième partie où il y a le 2CB, on peut partir dans quelque chose de très érotique, dans des rapports avec pénétration, etc. Et voilà. Après, dans les autres mélanges, par exemple, le Candy Flip, c'est un peu compliqué parce qu'en montée d'LSD, c'est pas forcément le moment où tu vas avoir un rapport parce que c'est très intense. Je me rappelle une fois une microdose, c'était 30 microgrammes quand même. On est déjà dans une dose psycholytique. Je me rappelle, bref, je me faisais sucer et les sensations étaient incroyablement intenses. Genre, je tremblais et tout. Et je n'aurais pas pu gérer à une dose concrète de 100 microgrammes ou quoi. Je dis à la personne, arrête tes conneries, frère. Merde. Je me suis cramé. Non, frérot, c'est pas grave. T'avais une perruque. T'as dit no homo. C'est bon, frérot. T'inquiète.
Tout ira bien. Tout ira bien. Et dans un candy-flip, bah, l'empathogène, il arrive souvent après le LSD, du coup la MDMA 4 heures après, les 5 MAPB, 6 APB qui durent plus longtemps et sont plus doux, bah, ils sont pris un peu plus tôt. Et voilà, bah, ces molécules-là, elles coupent un peu l'érection. Et moi-même, même si je bandais, c'est pas forcément un effet qui me donne envie d'avoir un rapport à ce moment-là. Voilà. Genre, c'est pas un effet qui me donne envie d'avoir un rapport, les effets empathogènes tout seul, mais l'intimité, c'est ouf. C'est-à-dire faire un câlin à quelqu'un ou être vraiment très proche ou des caresses qui ont même pas besoin d'être sexuelles, je trouve ça incroyable. Alors qu'avec le 2CB, ça part rapidement dans quelque chose d'érotique. Je me rappelle, j'étais avec ma partenaire de l'époque et son amie qui était mon ex-copine. Et du coup, bah, quand elles étaient sous Nexus Flip, elles ont commencé à se bisouter et tout, etc. Et ce que je veux dire, c'est que je pense cette lubrification sociale, elle aurait pu arriver sous d'autres substances, par exemple l'alcool ou peut-être même la coke et tout. Mais je pense que ça aurait été tellement trash sous alcool et sous coke, etc. Et je pense probablement, moi, j'aurais été dans cet état, j'aurais pas forcément eu les meilleures réactions. C'est-à-dire que bah, sous psychédélique, tu sens les énergies, etc. Et voilà, je savais clairement que ma partenaire, elle n'était pas ouverte à quelque chose de polyglotte. Ah, yo puedo hablar un chouïa. Et voilà. Alors que si j'étais sous alcool ou sous coke, j'aurais fait de la merde. J'aurais été en mode, on baise, on sniffe, bref, la galère. Alors que là, je pouvais me focaliser sur ma partenaire bref, voilà, vous avez compris. Pour venir au candy flip, bah, il y a un mélange sur lequel je me focalise beaucoup, voilà, qui est le Ali Flip. Et le Ali Flip, c'est un candy flip, LSD MDMA classique, où il y a du 2CB à la fin. Du coup, un Nexus Flip où il y a du LSD avant, ou un candy flip où il y a du 2CB à la fin. Et bah, vu que le 2CB, il arrive à la fin, quand les effets empathogènes et du LSD descendent dans un candy flip, ça peut être un peu trash. On est direct sur la descente. On est direct sur un effet qui peut être un peu lourd, il y a une transition d'un coup, on est en mode, ah ouais, j'étais bien juste parce que j'avais les effets, tu vois, la transition, elle va vite, alors qu'avec le 2CB, même une dose très légère de quelques milligrammes, la transition peut être beaucoup plus douce, et ça fait que, bah, à ce moment-là, avec 2CB, ou même 2CB Fly, qui a une durée encore plus longue et on va dire des effets en commun, c'est possible de repartir sur quelque chose de plus sexuel, de plus érotique qu'avant. Et voilà. Et moi, en général, dans mes trips, pendant l'expérience, même s'il y a, on va dire, une tension sexuelle, etc., j'essaye de pas forcément consumer le désir par un acte qui va aboutir à un orgasme. Parce que je trouve que le potentiel d'échange et le potentiel, on va dire, de guérison thérapeutique, appelez ça comme vous voulez, il est tellement grand, parce que il y a par exemple quelque chose qui s'appelle j'ai oublié le nom, mais le toucher guérisseur, c'est-à-dire par exemple toucher la personne à un trauma qu'il aurait stocké dans son corps, ou voilà, quelqu'un qui aurait du mal avec certaines parties de son corps, voilà, on connaît tous quelqu'un qui a ça, ou on a ça soi-même, etc. Et dans ce genre d'état, c'est possible de libérer la personne de pas mal de trucs, en fait. Ça veut dire que bah, j'étais avec une partenaire qui ne supportait pas le fait de montrer ses seins durant l'acte. C'est-à-dire, elle gardait ses soutifs tout le temps, pendant tous les rapports. Et au fur et à mesure des expériences psychédéliques, rapidement, elle a pu dépasser ça et voilà, et c'était très c'est quelque chose qui s'est joué en même temps dans le côté psychologique, on essaie de voir d'où vient le trauma, etc. Et en même temps dans le toucher, c'est-à-dire le toucher, que ce soit le partenaire ou la personne elle-même, c'est-à-dire se toucher soi-même peut avoir quelque chose de guéritif, que ce soit avec ou sans substance, ça faut le savoir. Et voilà. Et du coup, pour reprendre ce que je disais, ouais, il y a tellement un effet
un potentiel fort de guérison et de connexion sans avoir besoin de rentrer dans d'atteindre l'orgasme en tout cas, voilà, que moi je préfère personnellement laisser ça jusqu'à la fin de l'expérience, au moment où les effets ils sont quasiment redescendus et où une personne normale elle va aller se coucher et dormir, ben moi je vais aller me coucher, baiser et dormir. Vous avez compris? Ou pas? Je vais pas dormir. Je vais baiser et dormir. Je fais 2 fois plus de trucs que toi. Quand tu baises, je dors. Quand je dors, tu baises. Et je suis insomniaque. En plus, j'ai la niaque. Et par rapport à toutes ces substances, en tout cas les psychédéliques, les empathogènes aussi, je pense que l'intimité est quelque chose qui est beaucoup plus mis en avant qu'on va dire le sexe brut, le sexe, on va dire un petit peu de consommation comme on nous a appris dans la pornographie. Et des choses comme le sexe tantrique, j'ai pas forcément beaucoup pratiqué, mais je l'ai fait quelques fois sobre ou sous l'effet de substances. Ça permet des connexions incroyables. C'est quelque chose que j'aimerais franchement beaucoup plus explorer et découvrir parce que ça a l'air vraiment intéressant. Et c'est possible d'avoir une connexion très profonde avec son partenaire, voilà. Ça veut dire autant peut-être quand j'étais plus jeune et que je savais que dans une expérience, j'allais probablement avoir un rapport sexuel vu que j'étais avec mon partenaire. Autant peut-être avant, j'étais un peu focalisé sur ça. Autant maintenant, c'est vraiment pas le focus. Parce que il y a tellement d'expériences incroyables. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des expériences de télépathie, d'harmonie, de synchronicité. Et télépathie, c'est pas forcément comme on l'imagine. Genre, t'es là, j'ai pensé à une couleur, je pense à quoi? T'as pensé à vert, j'ai pensé à mauve, j'ai perdu. Non, c'est plus quelque chose de très intuitif qu'une personne va sentir, même que t'as une partie de ton corps qui envoie une onde, un signal ou quelque chose, et venir vers ça. Des fois, c'est juste une sorte d'effleurement, de douceur, c'est intuitif. Et il y a aussi des sentiments d'unité, parce que le sentiment d'unité, c'est quelque chose qu'on peut avoir avec les psychédéliques tout seul, c'est-à-dire dissolution des barrières de l'ego, sentiment d'unité, tout est un, etc. Mais on peut aussi l'avoir avec son partenaire dans la transcendance du tout un petit peu. Et ça peut être, ça peut être vraiment fou, spécial, étrange. Je sais pas comment le dire. Après, les visuels, ils peuvent être, ça peut tout donner, franchement. Des fois, c'est possible de voir la personne sous tellement de différents jours, de se dire, mais j'ai jamais vu la personne comme ça. Et puis, à grosse dose, les visuels, ça peut donner des dingueries. Pour les furies ici, tu peux voir ton partenaire se transformer en renard. Voilà, après, ça, c'est à des doses où, au final, est-ce que tu vas vraiment gérer un... Voilà. Mais les visuels peuvent aussi, comme je l'ai dit, partir dans des trucs très dark et très sombres. Voilà. Du coup, je vous invite à vraiment faire attention à tout ça. Voilà. T'as pas envie d'être là et d'un seul coup, tu vois ton partenaire avec une tête de squelette ou d'autres trucs comme ça. Franchement, c'est des trucs qui refroidissent. La synesthésie, le mélange des sens, ça c'est un truc qui est assez fou. Parce que dans le sexe, il y a beaucoup de sens. On a le toucher principalement, puis il y a l'ouïe, puis il y a l'odorat, le goût, la vue, tous les sens. Et imaginez, ça se mélange. Du coup, ce que je veux dire, c'est de base, sans rapport sexuel, avec la musique, tu peux avoir l'impression d'avoir un goût. Tu peux voir la musique. Tu peux la goûter, tu peux la sentir. Tu peux avoir l'impression de faire du sexe avec la musique. Mais si en plus t'es dans un rapport sexuel, ça peut donner des trucs vraiment étrangement incroyables. Voilà, parce que ça reste quelque chose c'est sûr que ça va être surprenant. Et voilà, et faites aussi attention aux musiques que vous allez faire. C'est-à-dire, moi, dans l'idéal, vous faites ça avec une personne, vous préparez ensemble la playlist dès le début. Parce que quand t'as Bad and Bougie qui arrive, t'es pas content. T'es pas content d'avoir Bad and Bougie qui arrive. Voilà. Et t'as pas envie, je sais pas. Après, il y a des gens qui aiment baiser sous PNL, voilà. Chacun ses goûts, hein. Moi, franchement, je suis pas du tout dans le jugement.
Non, mais c'est pas mon truc. Ouais, moi ça me convient. Ne vous inquiétez pas, honnêtement. La créativité, ça peut aussi stimuler la créativité. Ça veut dire je sais pas, essayer de nouvelles positions, de nouvelles caresses, de nouveaux trucs. C'est aussi plus intuitif. C'est-à-dire que tu vas pas forcément pratiquer avec ton partenaire juste ce que tu as inscrit dans ta tête comme quoi ça marche, d'expérience personnelle ou d'autres expériences. Et voilà, il y a même un post Reddit, si je retrouve, je vous le laisse, qui est toutes les activités qu'on peut faire sous MDMA. Et franchement, il y a des dingueries. Il y a des dingueries. Il y a un truc que j'ai testé, je l'avais lu, je me dis, c'est quoi cette dinguerie? Et c'est hyper agréable, étonnamment, c'est de se faire lécher l'œil. Et je dis pas de la merde, j'ai vraiment essayé une fois. C'est une galère pour garder l'œil ouvert et tout, tester, mais franchement, c'est hyper agréable, c'est trop chelou. Voilà, c'est un des trucs que j'avais lu, voilà, qui peut surprendre, je me dis, la personne qui l'a testé en premier, elle l'a pas forcément lu quelque part, elle était plus en mode, ah, j'ai une poussière dans l'œil. Bref. La transcendance, et ouais, bah, c'est possible, pendant un acte sexuel, de se retrouver dans un état de transcendance. Parce que au final, c'est possible avec les psychédéliques et du coup, dans certaines conditions, pour certaines personnes, ça va être possible, pour d'autres, ça va pas être possible et voilà, il y a plein de facteurs. Et on a aussi parlé des traumas qui vont se libérer durant ce genre d'expérience. Du coup, faut être à l'écoute de son partenaire, faut être ouvert, faut pas penser égoïstement, faut pas penser à son plaisir uniquement, faut mettre l'autre, on va dire, en avant d'une certaine manière, avoir le maximum d'empathie. Et voilà, après, en termes de sensations, bah, l'empathie fait aussi qu'on peut ressentir les orgasmes de son partenaire. C'est-à-dire son partenaire a un orgasme et vous le ressentez vous quand son partenaire a un orgasme. Du coup, il y a le chauve connu. Voilà, je parle pas d'Olivier Chambon, je parle de Psyched Substance, l'américain qui fait des vidéos un petit peu sur toutes les substances. Voilà, je suis pas forcément fan de tout ce qu'il fait, mais quand il parlait de sexe ou LSD, il avait parlé de ça, des orgasmes qui se mélangeaient. Je pense que ce truc, ça peut être franchement un peu surprenant, un peu ouf. Et voilà, aussi la durée des orgasmes, des fois, c'est surprenant comment c'est long. C'est surprenant comment c'est long ou comment c'est intense ou après, il y a vraiment tout. C'est-à-dire, on peut avoir une réaction comme son inverse, le même trip ou un autre trip avec les mêmes substances, etc. Pour continuer dans d'autres molécules, le cannabis. Du coup, c'est quelque chose qui fait pas partie de ce que j'utilise depuis un bon moment, parce que voilà, j'ai abusé de ces substances, j'ai eu des périodes d'addiction à cette substance, et voilà, et au jour d'aujourd'hui, ça me rend plus parano, délirant que quelque chose d'agréable. Du coup, je m'en suis éloigné, et j'invite à tous ceux qui commencent à avoir des mauvaises réactions au cannabis à s'en éloigner. Ça arrive à plein de gens, ils arrivent à fumer tous les jours pendant des années, du jour au lendemain, ils ont des mauvaises réactions. Bah, c'est le moment de dire ciao. Et sous cannabis, bah, le toucher est augmenté, des fois la libido est augmentée. Ça dépend des personnes, il y a des gens ça leur tue la libido, il y a des gens non. Le cannabis c'est une substance complexe pharmacologiquement, ça agit différemment chez beaucoup de personnes. Du coup, on ne peut pas vraiment savoir à quoi s'attendre. Voilà, à part l'expérience propre ou quoi. Et aussi bien ça peut rapprocher, on va dire, dans les connexions, parce qu'on est dans un état de conscience modifié, ou par exemple moi sous cannabis, on va dire j'arrive moins à avoir une vision globale de ce qui se passe, mais j'arrive plus à me focaliser sur un seul truc, et du coup voilà, ça, on va dire ça avait son intérêt durant un rapport sexuel, voilà, et moi ce que je kiffais énormément c'était le cannabis, mais par voie dermale, c'est-à-dire je faisais de l'huile d'olive, huile de coco au cannabis, et je rajoutais d'autres trucs, d'autres aphrodisiaques naturels, genre ginseng, clou de girofle, etc. Et c'était une huile qui était, que je trouvais incroyablement aphrodisiaque. Voilà. Et le truc, c'est que quoi? C'est que il y a un truc que j'utilisais aussi, mais là je fais un gros attention, c'est la noix de muscade. Du coup, la noix de muscade, c'est une épice pour ceux qui connaissent, et c'est un truc qui peut être mortel à partir de quelques noix. Je pense même à
trois grosses noix, vous pouvez mourir. De la noix de muscade. Du coup, j'ai toute une vidéo dessus où j'explique. Mais c'est une molécule qui a faible dose, où je parle vraiment des doses qu'on peut retrouver dans un gratin, c'est-à-dire une pincée, je sais pas, 100 mg, 200 mg, une dose où on n'est pas du tout dans les effets dangereux, ou même dans les effets psychotropes, délirogènes, parce que ça reste un délirogène, la muscade, il y a du myrcène dedans. Non, je pense que le myrcène, c'est le terpène qui va booster l'effet du cannabis. C'est mucimol. Non, mucimol, ça c'est le Amanita muscaria. Bref, il y a des substances, molécules délirogènes dans la noix de muscade. Du coup, c'est quelque chose avec lequel il faut faire vraiment attention. Mais une dose qui, de base, elle est mise dans les gratins, etc., bah, ça peut avoir un effet aphrodisiaque qui est prolongé sur un bon moment, voilà. Après, voilà, comme d'autres drogues, ça assèche aussi. Du coup, ça, je l'ai pas dit, mais autant les mecs, c'est plus, on va dire, des problèmes de type d'érection avec certaines substances. Autant les filles, des fois, c'est plus des problèmes d'assèchement. Du coup, genre, frère, même si tu mouilles beaucoup, voilà. Et je dis frère pour te mégenrer de sûr. Comme ça, bah, si j'allais te mégenrer en te disant sœur, je ne l'ai pas fait. Tout simplement. Voilà, on est en 2024, on peut pas mégenrer les gens. Bah oui. Quand même. Voilà. À partir de maintenant, appelez-moi la dose. Je m'identifie en tant que dose. Parce que je perche. Voilà, tout simplement. Et la muscade peut avoir un effet aphrodisiaque, même à des doses qui sont consommées dans la nourriture. La muscade contient des terpènes, comme le myrcène, qui va augmenter l'effet du cannabis. Et voilà, du coup, par rapport au fait de mouiller, le lubrifiant, ça peut être cool, et il y a plein de lubrifiants qui sont naturels. Enfin bref, c'est assez facile de lubrifier une chatte. Les dissociatifs. Du coup, la dissociatif, c'est la famille de la kétamine. Du coup, c'est des molécules avec lesquelles bah, on a un détachement, une dissociation. Du coup, encore avec les petites doses, je dirais que le sexe peut passer et peut limite pour certaines personnes pour qui c'est trop intense. Ça veut dire, je sais pas, quelqu'un qui aurait peut-être eu avant un partenaire qui était trop, je sais pas, virulent, qui était trop sur son plaisir personnel ou dans la performance et tout, bah le fait d'être un petit peu détaché sous dissociatif, ça peut permettre d'avoir une expérience plus passable ou je sais pas quoi. Moi, personnellement, les dissos, en général, c'est quelque chose qui, j'ai vraiment pas envie d'avoir de rapports sexuels sous ça. Voilà. Ça varie d'une personne à l'autre. Il y a des gens qui adorent. Et je pense que les dissos encore qui sont plus portés sur les connexions intrapersonnelles et du coup, l'intimité, l'érotisme, le sexe, ça serait les dissociatifs qui joueraient aussi sur la sérotonine comme la MXE. Voilà, bon, la MXE a un peu disparu, les gens consomment surtout de la DMXE, qui est un dérivé qui serait pas trop éloigné et assez ressemblant. Je l'ai pas testé, je peux pas vous dire. Et voilà, après j'avais testé la MXIPR, MXIPR, et elle joue sur la sérotonine, et je me rappelle que bah, avoir eu un rapport sexuel avec ça, c'était pas forcément ce que j'ai le plus kiffé, mais ça avait quelque chose d'assez intemporel. Voilà, c'était, je dirais, plus intéressant qu'agréable, mais voilà, c'est une expérience que je regrette pas et qui était franchement intéressante. Je pense que la MXE, il y a beaucoup de gens qui parlent de la MXE comme quelque chose qui permet des connexions intrapersonnelles incroyables. Et franchement, c'est une substance qui me rend particulièrement curieux. Dommage qu'elle ait un petit peu disparu des molécules actuelles qui existent. Voilà. Après, faut faire attention avec les dissociatifs, parce qu'avec des fortes doses, on arrive dans une dissociation totale qui est appelée le Hall. Par exemple, le K-Hall pour la kétamine, qu'on pourrait traduire en français par le 4 roues. Mais voilà, on parle pas d'une voiture qui aurait 4 roues. C'est pas ça. Et bah, on est dans un état où on n'est pas là, en fait. On est complètement ailleurs. Et le problème, c'est que, bah, je pense que je serais dans un état comme ça, j'apprécierais pas de revenir à ma conscience et de voir que mon partenaire, pendant ce temps, il avait un rapport avec moi, etc. Du coup, je pense qu'il faut faire vraiment attention
avec toutes les substances, hein. C'est juste c'est des attentions différentes. Avec les psychédéliques, la personne pourrait être submergée par les émotions et puis prendre un peu de recul et puis pas forcément savoir dire non ou quoi, quelque chose qui le met mal à l'aise ou quoi. C'est pour ça qu'il faut bien choisir son partenaire, être sûr de quelqu'un qui nous comprend. Avec les dissos, ça serait plus à partir de certaines doses où on comprend pas grand chose à ce qui se passe et à ce moment-là, il faudrait que le partenaire soit plus dans quelque chose d'un petit peu détaché, je sais pas comment expliquer. Et voilà, je pense qu'on a un petit peu fait le tour des substances. Du coup, il faut savoir que dans les aphrodisiaques, il y a quelque chose, bon, qu'on ne peut pas forcément considérer comme du chemsex, mais il y a plein de substances qui peuvent induire des états d'érotisme, comme par exemple le lotus bleu, qui est un truc qui aurait été théoriquement fumé par les Égyptiens, les pharaons, tout le tralala. Et franchement, pour l'avoir testé, c'est un truc qui détend. Il y a quand même un effet aphrodisiaque assez fort. D'ailleurs, info étonnant, la Salvia divinorum, qui est un des tripes les plus intenses et dark et trash qu'on peut avoir, mais qui dure 5 minutes et souvent, il est aussi intense, trash, etc. C'est parce que c'est des extraits, ça n'existait pas à mon avis les extraits à l'époque, ou en tout cas c'était moins répandu. Mais les feuilles de salvia, qui sont beaucoup moins potentes que les extraits, elles sont étonnamment très très aphrodisiaques. Voilà. Du coup, ça m'est arrivé de fumer des feuilles de salvia avec des gens du sexe opposé, et pendant les faits, il y a des connexions on va dire intimes qui se font voir, qui se faisaient pas forcément voir avant. Mais bon, on continue sur les trucs qui sont pas vraiment des psychotropes. Le ginseng, voilà, vous devez connaître le ginseng, le gingembre, l'ashwagandha, la damiana, le clou de girofle, et il y en a plein, que ce soit des adaptogènes, des épices, des nootropiques, il y a tellement de trucs qui peuvent jouer sur la libido, qui peuvent, on va dire, booster la libido. Des fois, chez les hommes, au final, c'est juste un manque de testostérone. Il faut savoir que la testostérone chez les hommes, elle a été réduite de 50% sur les 30 dernières années. Du coup, il y a beaucoup plus de gens qui vont souffrir d'un manque de testostérone qu'avant. Et voilà, un manque de testostérone peut induire un manque de libido et pas mal de trucs, vraiment pas mal de trucs. Il y a des gens qui peuvent avoir l'impression d'être déprimés et tout, et au final, c'est un manque de testostérone et voilà, ils sont sous Prozac, sous Abilify, alors qu'au final, ils ont besoin d'autre chose. Et pour ça, il y a des hacks surprenants pour la testostérone. Il y a par exemple un truc qui s'appelle Icing Your Balls. Des gens qui vont mettre un truc glacé, genre une bouteille d'eau glacée enroulée dans du tissu, et ils vont le se mettre au niveau des testicules, et voilà. Et après tu le mets 30 minutes, t'as froid aux couilles et ça te donne de l'énergie, ça donne de la libido et tout. Voilà, c'est juste un exemple, hein. Ça c'est un truc qui est même pas étudié scientifiquement, c'est des gens qui l'ont testé et puis qui ont fait analyser leur testo. Mais il y a tellement de manières d'augmenter la testostérone chez les hommes, je sais pas, le sport, les oignons, genre il y a 40 000 trucs, voilà. Chez les femmes, je vous avoue, je suis pas hyper renseigné, mais il y a plein de trucs qui peuvent être naturels, et voilà. Et pour faire une conclusion sur tout ce qu'on a dit depuis le début, je pense que le chemsex, souvent, on parle d'un petit truc qui est les gays qui prennent de la 3-MMC et du GHB, mais au final, quand on parle du sexe sous substance, c'est quelque chose de beaucoup plus large, qui existe depuis très très longtemps, et pour moi, autant tout ce qui est stimulant et tout, et alcool et benzo et opiacés, pour moi, mon avis personnel, c'est de la grosse merde. Honnêtement, c'est de la grosse merde. On est dans la quête du plaisir pour le plaisir et on fait du mal à son partenaire, etc. Alors que dans des substances comme les psychédéliques et on va dire, en regardant plus large, les empathogènes et les dissociatifs, il y a un potentiel qui, si bien utilisé, peut permettre d'avoir des expériences qui pourraient être enrichissantes sur le plan de l'exploration sexuelle, sur le plan de faire face à des choses qui peuvent être traumatiques. Et voilà, et ça peut aussi aider, par exemple, sur la connexion entre les personnes, c'est-à-dire la MDMA, elle est utilisée pour les thérapies de couple. Et ça, c'est quelque chose qui, franchement, c'est intéressant, parce que sous MDMA, les barrières elles tombent, on a beaucoup d'empathie pour l'autre, et c'est compréhensible. Et je suis sûr que, on peut vraiment
étendre ce domaine à vraiment beaucoup de choses, et pas que le sexe, mais je pense juste au niveau du sexe, c'est quelque chose d'incroyable. Et comme l'avait dit le chercheur dont j'ai oublié son nom, qui avait écrit le livre, il y a moyen que si l'usage est, on va dire, beaucoup plus recherché dans les études, beaucoup mieux utilisé, beaucoup mieux référencé, que les gens ont beaucoup plus de, on va dire, de notions dans ça, c'est quelque chose qui peut franchement faire évoluer on va dire les coutumes d'un monde où actuellement la grande majorité de la population consomme de la pornographie, la grande majorité de la population consomme, on va dire, le sexe comme quelque chose de très, je sais pas, on est dans un monde hyper sexualisé, tu vois, genre, tu vas sur TikTok, il y a des gens qui, au final, sont même pas majeurs, sont en train de twerker, de l'autre côté, genre, il y a beaucoup plus de cyber, pédopornographie, genre, je sais pas comment t'expliquer, le monde sexuellement, il va mal, et je pense que les psychédéliques et autres, c'est quelque chose qui peuvent avoir un impact positif si c'est bien fait. Et du coup, j'invite les chercheurs à se focaliser sur ça. Et pour les gens qui sont curieux par rapport à ça, je vous invite vraiment à faire vos recherches, à faire attention. C'est des choses où il faut vraiment éviter les mélanges ou bien se renseigner parce qu'il y a des interactions qui peuvent être mortelles tout simplement. Et il faut rester sur des doses vraiment légères. On a beau avoir l'habitude de peut-être prendre de fortes doses dans un trip normal. Quand on passe au domaine du sexuel, vous ou votre partenaire n'est pas forcément aussi à l'aise que vous le pensez. Et le choix du partenaire, faire ça avec n'importe qui, c'est pas une bonne idée. Et voilà. Rechercher, lire pas mal de trucs, lire des témoignages, demander à des gens qui ont déjà fait, faire vraiment attention. Et voilà. Et le porn, faire vraiment gaffe à ça. Comme j'ai dit, le porn en soi, c'est une addiction problématique. Une addiction à laquelle je suis confronté moi aussi. Je pense dans ma vie, j'ai jamais passé, en tout cas, j'ai jamais, clair et net, j'ai jamais passé une année sans regarder de pornographie. Et je pense qu'on est très nombreux dans ce cas. Et regarder de la pornographie sous psychédélique, c'est possible de partir dans des trucs vraiment bressons. Du coup, je vous invite vraiment à ne pas faire ça. Et au final, le sexe, ça reste du sport. On l'appelle le sport de chambre. C'est pas pour rien. Du coup, ça peut booster le rythme cardiaque, ça peut booster plein de trucs. Faut faire attention parce que autant à des doses légères, modérées, sans mélange de substances problématiques, le rythme cardiaque du sexe devrait pas être un problème parce qu'il n'est pas forcément dans la danse. Autant qu'on part dans des substances plus dangereuses comme la coke, la meth, les APHP, j'ai oublié, c'est les pivalérones, je pense que c'est les pivalérones que ça s'appelle, ces trucs-là. Et des trucs qui peuvent beaucoup jouer sur le rythme cardiaque de base. Faites attention d'être dans un truc qui est une activité sportive, honnêtement. Voilà. Sur ce, les amis, je vais vous laisser une playlist sur le Aliflip, le mélange duquel je vous ai parlé. Je vous laisse ma vidéo sur toutes les drogues que j'ai testées. Et je vous laisse ma vidéo sur la renaissance psychédélique où je parle de est-ce que l'avenir des psychédéliques va être uniquement thérapeutique ou au final ça va plus être un petit peu un essor personnel, etc. Du coup, je vous invite à commenter, à vous abonner, à liker.